Bonjour, je suis Olivier Herscheid, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nantes et je vais vous parler donc de l'écriture hypertexte, des blogs et du web social. Alors il y a une citation que j'aime bien pour commencer, qui est une citation de Benjamin Bayard, qui est un militant des libertés sur Internet et puis qui a été un des premiers, enfin le premier en France à créer un fournisseur d'accès Internet et qui dit l'imprimerie a permis au peuple de lire et Internet va lui permettre d'écrire. Donc c'est effectivement tout l'enjeu de l'écriture hypertexte que de voir comment chaque individu va pouvoir devenir un acteur et publier des contenus en ligne. Donc l'histoire commence en 1945, on est aux États-Unis, il y a un monsieur qui s'appelle Vannevar Bush, qui est conseiller scientifique du président Roosevelt, et qui va inventer, théoriser, puisque c'est une machine qui verra jamais le jour, un système qui s'appelle le MEMEX, pour Memory Extender, donc une extension de notre mémoire, et qui est un système dans lequel Bush explique qu'il faudrait arriver à reproduire ou à imiter le fonctionnement associatif de l'esprit humain, le fait qu'on fonctionne par association d'idées, par association d'esprit. La deuxième étape, c'est en 1965, Theodore Nelson, qui est philosophe de formation, qui lui va inventer le terme, le mot hypertexte. Et puis l'histoire se poursuit ensuite en Suisse, à Genève, au CERN, qui est un laboratoire dans lequel travaille un ingénieur qui s'appelle Tim Berners-Lee et qui est considéré comme le père du web actuel, c'est-à-dire c'est lui qui va inventer principalement deux choses. Un format, un langage qui est le langage HTML et qui permet donc de fabriquer, de publier des pages web, et puis qui va inventer aussi le système de navigateur, donc ce logiciel qui permet de naviguer sur le web et de passer d'un contenu à un autre. Donc l'écriture hypertexte ou l'histoire de l'hypertexte, c'est effectivement cette histoire et la possibilité offerte à n'importe qui de manière associative, grâce au langage HTML et grâce au navigateur, d'établir des liens entre tous les types de contenus qui sont disponibles sur le web. Alors le phénomène des blogs, donc les premiers blogs ou weblogs, ils apparaissent dans les années 95-97, il y en a vraiment très peu à l'époque, quelques dizaines, des gens qui simplement mettent à jour, maintiennent des listes de liens vers des ressources intéressantes. Et puis ça va exploser dans les années 2000 où on va voir apparaître les premières plateformes, donc les premiers outils logiciels en ligne qui permettent à n'importe qui de créer du contenu. Et la révolution, c'est que c'est la première fois où on n'a plus besoin de maîtriser ce qui reste quand même un petit peu de code informatique, donc le langage HTML. On n'a plus besoin de passer par là pour arriver à publier du contenu, puisque dans ces plateformes, tout est présenté sous la forme d'un éditeur de texte, un petit peu comme un logiciel de traitement de texte classique. Donc à partir de là, beaucoup de gens vont se prendre au jeu. On va passer de quelques millions de blogs dans les années 2003 à très rapidement, autour de 2007, on est à plus de 70 millions de blogs. Et aujourd'hui, pour une seule plateforme, qui est la plateforme WordPress, il y a chaque jour 50 000 nouveaux blogs qui sont créés. Donc très rapidement, ces blogs vont s'installer dans le paysage informationnel, dans le paysage médiatique, et le premier blogueur à être devenu célèbre, c'était à l'époque de la guerre en Irak, la première guerre en Irak, un individu qui se faisait appeler le blogueur de Bagdad et qui tenait donc un blog sur le conflit au jour le jour, et c'était la seule source d'information à être sur place, et donc tous les médias se sont effectivement tournés vers lui pour pouvoir traiter ce conflit de la guerre en Irak. Depuis, il y a des blogs sur à peu près tous les sujets, des blogs de cuisine, des blogs de spécialistes, d'experts sur des questions universitaires, sur des questions de société, etc. Alors avec ces blogs, il y a deux phénomènes qui vont se produire. Le premier phénomène, c'est celui de la babélisation des expertises, c'est-à-dire que cette espèce de tour de Babel où chaque fois qu'on a quelque chose à dire, on a la possibilité de le faire sans obstacle technique, puisqu'encore une fois, on n'a plus besoin de connaître le code HTML qui permet de publier des pages web. Donc il y a plein de gens qui vont se mettre à raconter plein de choses sur leur vie quotidienne, sur des sujets aussi parfois professionnels, qui vont amener une expertise. Et dans le même temps, on va avoir un autre phénomène qui est l'apparition de ce qu'on appelle le phénomène d'extimité, c'est-à-dire de l'intime qui serait tourné vers l'extérieur. Donc ça, c'est Serge Tisseron, un psychiatre qui va travailler là-dessus et qui va expliquer ce que ça recouvre. C'est-à-dire qu'on est sur une activité de publication où commence à se mélanger, où la frontière entre ce qui relève de l'intime et ce qui relève du public est de plus en plus floue.
Et c'est cette extimité qui ensuite, avec les réseaux sociaux, donnera naissance à toutes les problématiques dont on parle autour de la privacy, c'est-à-dire les questions qui sont liées à la vie privée. Alors, les réseaux sociaux, il y a une définition d'une chercheuse aux États-Unis qui s'appelle Dana Boyd et qui dit un réseau social, c'est une catégorie de sites web avec des profils qui sont navigables et qui sont reliés entre eux. Les réseaux sociaux, l'année où ça va exploser, on va voir débarquer plein de plateformes sociales, c'est l'année 2003 où il y a notamment l'arrivée d'une plateforme qui est aujourd'hui fermée mais qui s'appelait MySpace et qui a longtemps été une plateforme de référence. C'est aussi l'année où on voit arriver des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn par exemple. Et puis en 2004, débarque Facebook. Donc Facebook au départ c'est créé par Mark Zuckerberg. C'est un réseau social qui est réservé aux étudiants de l'université d'Harvard et puis qui, 3 ans après, va s'ouvrir à tout le monde et qui aujourd'hui, en 2015, compte plus d'1,5 milliard d'utilisateurs actifs, sachant qu'il y a 3 milliards de personnes qui disposent d'une connexion Internet dans le monde. Donc ça veut dire que la moitié des internautes ont un compte Facebook. En 2006, c'est l'arrivée de Twitter, donc autre réseau social, ou qu'on appelle aussi un réseau de micro-blogging, qui permet de publier des informations limitées à 140 caractères. Et Twitter, là aussi, très vite va s'installer dans le paysage médiatique et va rencontrer beaucoup d'utilisateurs, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 500 millions d'utilisateurs actifs sur Twitter. Alors ces réseaux sociaux, ils vont modifier en fait notre manière d'écrire, notre rapport à l'information. Ils vont le modifier puisqu'il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est un phénomène de persistance, c'est-à-dire que ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on écrit, ce qu'on publie aujourd'hui sur ces sites-là, continuera de rester accessible dans 20, 30, 40 ans. Donc il y a une permanence comme ça de l'écrit, alors qu'au départ, ce sont souvent des écrits qui n'ont pas vocation à être conservés pendant 30 ou 40 ans, puisqu'il s'agit de choses parfaitement anodines sur la vie quotidienne. Il y a un deuxième phénomène qui caractérise aussi l'expression ou la publication sur ces réseaux sociaux, c'est que tout est transposable dans un contexte complètement différent. Donc c'est le phénomène du copier-coller qui est un phénomène assez classique, mais là effectivement, n'importe quelle publication, n'importe quelle vidéo peut être prise et replacée dans un contexte différent, ce qui peut parfois occasionner un certain nombre de difficultés de compréhension, puisque quand on change le contexte, on change aussi la nature du message. Et puis il y a un autre phénomène important qui caractérise aussi l'expression sur ces réseaux sociaux, c'est un phénomène que Dana Boyd appelle le phénomène des audiences invisibles, c'est-à-dire que c'est une situation de communication inédite, puisque au moment où on s'exprime, on ne sait pas, alors on peut s'exprimer en plus de n'importe où, là par exemple je vous parle depuis ma cuisine, au moment où on s'exprime, on ne sait pas si les gens à qui on s'adresse sont ou non présents. Et la plupart du temps, de fait, ils ne sont pas présents et ils ne prendront connaissance du message que plus tard. Et donc il va y avoir une interprétation de ce message qui pourra être là aussi différente. Alors du côté de notre rapport à l'écrit sur les réseaux sociaux, donc il y a de plus en plus de gens qui publient de plus en plus de choses et en même temps on observe un phénomène de concentration, c'est-à-dire que cette activité de publication elle est de plus en plus ramenée dans quelques grands sites que sont Facebook, Twitter, Google, qui à eux seuls concentrent effectivement l'essentiel de ces publications. Donc ça c'est un phénomène qu'un prix Nobel d'économie Herbert Simon a appelé le phénomène de l'économie de l'attention. Et pour prendre un autre exemple assez connu, il y avait eu cette citation de Patrick Lelay, PDG de TF1 à l'époque, qui disait « Le métier de TF1 c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible ». Le métier aujourd'hui de Google, de Facebook ou de Twitter, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est de vendre à des annonceurs du temps d'attention qui est disponible et pour ça ils se débrouillent pour que notre attention soit fixée, soit limitée à l'intérieur effectivement des murs entre guillemets de leurs différentes plateformes. Et toujours du côté du rapport à l'écrit, on a d'autres phénomènes qui apparaissent, le fait par exemple que paradoxalement on écrit de moins en moins. Si on écrit de moins en moins, c'est parce qu'on est de plus en plus occupé, il y a de plus en plus de médias en concurrence, c'est-à-dire qu'on plutôt que d'écrire, on va partager une vidéo,
on va partager un certain nombre d'images, donc la part de l'écrit a tendance un petit peu à diminuer. Elle diminue également parce que sur ces sites, on est en permanence incité à interagir en utilisant ce qu'on appelle des interactions faibles, c'est-à-dire qui ont un faible coût cognitif, qui ne sont pas fatigantes ni compliquées. Donc typiquement, c'est le cliquer sur le like, sur le bouton j'aime. Typiquement aussi, c'est le fait simplement de rediffuser, de retweeter une information qu'on a vue passer sur Twitter. Et donc on se contente en quelque sorte d'être un relais dans la diffusion d'une information, mais très souvent ce n'est plus nous qui sommes les rédacteurs en première main de cette information-là. Donc le paradoxe de tout ça, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus de gens qui sont en ligne, il y a de plus en plus de gens qui donc écrivent, mais que quelque part paradoxalement on écrit de moins en moins parce qu'on se contente très souvent de relayer et de partager des informations qui ont été écrites ou publiées par d'autres. Donc aujourd'hui, avec l'essentiel de nos activités de publication, de mise en ligne, d'exposition, on assiste à la naissance en fait de ce qui est un marché au sens financier du terme. En 2000, Google lance sa régie publicitaire qui s'appelle la régie AdWords et qui est le petit système qui permet à des entreprises ou à des associations ou des collectivités d'acheter un mot-clé et chaque fois que quelqu'un tape ce mot-clé dans le moteur de recherche, on a sur le côté des liens payants, des liens sponsorisés qui s'affichent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, cette régie publicitaire AdWords, elle assure 99% des revenus de Google. Et les revenus de Google sont absolument colossaux puisque c'est la plus grosse capitalisation boursière de la planète, Google aujourd'hui. Donc pour décrire ce phénomène, un chercheur qui s'appelle Frédéric Kaplan a parlé de capitalisme linguistique, c'est-à-dire que c'est le vocabulaire, c'est la langue qui devient la matière première sur laquelle il y a un marché qui va se construire et qui va entraîner des opérations de spéculation, puisque pour acheter un mot-clé, on peut surenchérir, c'est-à-dire proposer donc des montants d'argent pour avoir la garantie qu'on sera positionné sur ce mot-clé. Il y a un deuxième phénomène qui est le phénomène de documentation de soi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on publie quelque chose, à chaque fois qu'on s'exprime en ligne, à chaque fois qu'on partage un contenu, on est en train d'abord de se décrire soi-même. Et ça, c'est un des tours de force qu'ont réussi Google, Facebook et les autres, c'est-à-dire, eux, pour faire tourner leur modèle économique, ils ont besoin de nous connaître parfaitement. Et ils ont besoin, en quelque sorte, que l'homme devienne un document comme un autre. Et le meilleur moyen qu'ils ont trouvé d'arriver à ça, c'est de nous laisser faire le boulot à leur place, c'est-à-dire de nous inciter en permanence à produire du contenu, mais aussi à partager du contenu et puis à capter toute notre activité. Et chaque fois qu'on consulte une page, chaque fois qu'on rediffuse une vidéo, chaque fois qu'on met un commentaire sur une image qui circule, eh bien on construit en miroir notre portrait et c'est ce portrait de plus en plus précis qui va leur permettre ensuite de nous afficher des liens publicitaires les plus adaptés et ceux qui sont le plus susceptibles du coup de nous donner envie d'acheter et donc d'alimenter derrière le modèle économique de ces sites-là. Donc aujourd'hui, s'il fallait retenir le trait marquant finalement de cette culture numérique, de cette écriture hypertextuelle au travers des blogs et des réseaux sociaux, j'ai envie de dire qu'il est important, il est essentiel aujourd'hui de maîtriser, de savoir publier de la même manière que tout au cours des siècles précédents, il était important de savoir lire et de savoir écrire. Aujourd'hui, le savoir publier devient une compétence essentielle. Alors savoir publier, ça veut dire tout simplement être capable de comprendre comment fonctionnent les algorithmes qui gèrent derrière l'ensemble du processus d'affichage, de publication, de hiérarchisation des informations, pourquoi telle info va toujours apparaître en premier, pourquoi telle autre sera toujours noyée, pourquoi est-ce que sur Facebook on voit toujours apparaître le même type de vidéo en provenance des mêmes personnes. À partir du moment où on est capable de comprendre un petit peu comment fonctionnent ces systèmes de publication, de hiérarchisation de l'info, et du coup on est à la distance critique suffisante qui permet de contrôler à sa propre échelle ce qu'on a envie de dire de soi, ce qu'on a envie de laisser filtrer, ce qu'on veut rendre public et ce qu'on préfère garder dans une sphère beaucoup plus privée.